jours, non pas pour 2 jours, mais pour presque 5 jours, parce que le Conseil de ministres de ce vendredi se tiendra ici dans les Tanganyika. Merci, Excellence, pour la parole. Et je salue toute la population du Tanganyika et en remerciant, commencer par remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui nous a fait cet honneur de passer ces événements au Tanganyika, non seulement par rapport à la conférence de gouverneurs, mais aussi le moment qu'il aura à passer le Conseil de ministres ici au Tanganyika. Ce n'est pas quelque chose de rien. Vous l'avez précisé, plus de 5 jours à peu près qu'il sera avec nous ici. Vous avez vu la joie manifeste de la population en l'accueillant d'abord, et même parce que vous avez parlé de Mutoa, vous avez vu le long de la route comment la population ne faisait qu'ovationner le président. Premièrement, ne fût-ce que par le voir, ça n'arrive pas chaque jour, comme toute population qui dit Tata et Nzale Sili. Et donc, le président de la République est là, ça nous donnera l'occasion de le rencontrer quand nous disons nous, population du Tanganyika, toutes les couches confondues, parce qu'il va devoir recevoir les communautés, recevoir la jeunesse, rencontrer toutes les couches, la société civile, ainsi de suite, et cela permettra à ce qu'il puisse palper du doigt de la situation du Tanganyika que nous lui faisons rapport via son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Vous le savez, le Tanganyika a connu certainement des inondations et le président est là et nous nous sentons très soulagés parce que ces questions vont devoir prendre corps et que son Excellence Monsieur le Président de la République, avant de partir, il nous donnera beaucoup plus de lumière et c'est l'espoir même de la population qui le voit et qui attend de lui ces résolutions. Voilà, on aura l'occasion de revenir dessus, mais les sujets, c'est la conférence de gouverneurs. Vous avez eu l'occasion de présenter la province du Tanganyika, un poisson électrique ou le Tanga et le Nika. Les Tanga et les Nika, voilà. 139 000 km², c'est la 3e plus grande province de la République démocratique du Congo. Exactement. Nous avons vu des travaux, en tout cas partout où nous sommes passés. Le président de la République a regardé les palais de justice en cours de construction. Brièvement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que vous avez été élu il n'y a pas très longtemps. Comment vous évoluez ici et quels sont plus ou moins les grands projets sur lesquels vous travaillez? Effectivement, vous allez le constater dans le cadre de PDL 145 territoires, parce que c'est aussi le grand thème de la conférence de gouverneurs. Et il y a des réalisations, notamment le palais de la justice, vous avez le centre de santé qui a été réceptionné, au niveau de News où il y a beaucoup d'édifices qui sont en train d'être faits. Et le projet de la route Manono-Kalemi qui est le vecteur non seulement de paix, parce que ça apporte sur le plan de la sécurité, mais cette question va permettre à recouvrir cette situation ou cette posture du vecteur qui est le secteur multimodal, de l'eau, la route, le rail. Nous sommes à 125 km de Kigoma en Tanzanie. Et donc cette route-là permettra le développement de la province du Tanganyika. Le projet aujourd'hui, surtout avec la jeunesse qui réclame à l'État de l'emploi, nous au niveau de la province, nous avons commencé par d'abord créer la régie de grands travaux, la régie provinciale de grands travaux qui va non seulement au niveau de la province construire le route, mais construire le route avec le fils du Tanganyika, engagé, formé au niveau de l'emploi, comme le président l'avait dit hier, un paquet parmi c'est son premier engagement. On aura l'occasion de revenir avec vous, monsieur le gouverneur. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, vous avez travaillé assidûment à la préparation de cette première
conférence de gouverneurs post-élection, même si c'est la 11e fois qu'il y a cette réunion. Et vous avez choisi la thématique « Renforcer la gouvernance de province pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires ». Monsieur le vice-premier ministre, la question: pourquoi mettre le 145 territoires au centre de cette première grande messe qui réunit à la fois les gouverneurs, le gouvernement et le président de la République? Principalement parce que c'est l'un des programmes phares du président de la République, programme de son premier mandat, qu'il a conjugué en d'autres versions au courant de son deuxième mandat dans les différentes années de ce mandat. Donc c'est un programme qui regroupe toutes les provinces, tous les territoires de la République, qui les amène vers le développement. Et ce qui est l'une des grandes préoccupations non seulement du président de la République, mais aussi des attentes de la population congolaise. Dans le programme des 145 territoires qui se multiplient sur les différents secteurs de la vie, il y a eu les infrastructures qu'on a eues dans la première phase. Il y a les routes qu'on aura dans la deuxième phase ici. Il y a les institutions judiciaires et tout ce qui va avec. Donc c'est un programme extrêmement important pour la gouvernance et la vision politique du président de la République. Il était important qu'on l'implique dans cette grande messe qui est une institution constitutionnelle organisée dans la Constitution à travers l'article 200 de notre Constitution, qui permet à ce que le président de la République ait l'opportunité, accompagné de son gouvernement, de ses ministres, de rencontrer les gestionnaires de nos 26 provinces pour discuter, échanger avec eux sur la gouvernance de la République. Et étant donné que le PDL 145 territoires fait partie de ce qu'on peut appeler le socle du développement traduit, conjugué par le chef de l'État, il était important qu'il l'implique dans la thématique. Et c'est ce qui a été fait au cours de cette 11e session qui devait s'organiser en cette période-ci et qui a, Dieu merci, réussi à s'organiser dans les conditions voulues. Le président de la République tenait à ce qu'elle s'organise cette fois-ci dans la ville de Kalemi, ce qui n'avait pas été possible à la fin de l'année 2023. Donc, avec cette ouverture d'aujourd'hui, les discours qui ont été prononcés et les travaux qui ont commencé, pour nous, c'est une satisfaction. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous aurons l'occasion de revenir avec vous pour que vous puissiez nous donner quelques éléments d'éclairage, parce que les travaux, je rappelle, vont continuer jusqu'à mercredi, mais je voudrais, en accord avec la technique, écouter... Jusqu'à vendredi, merci plutôt. Nous allons plutôt écouter le président de la République, ce qu'il a dit tout à l'heure ici, à l'occasion de l'ouverture des travaux de la conférence de gouverneurs. Je suis honoré de présider ce jour l'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province ici à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, conformément aux dispositions de l'article 200 de notre Constitution et des articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province. Je tiens avant tout à exprimer ma sincère gratitude à l'endroit de la population de cette belle province, capitale mondiale du lithium, pour leur accueil combien chaleureux qu'elle m'a réservé. La conférence des gouverneurs de province a pour mission constitutionnelle et légale de formuler des avis et des recommandations sur les politiques à adopter et la législation à élaborer au niveau national. Par ce biais, elle contribue non seulement à la consolidation de l'unité nationale, mais également à l'harmonie entre le gouvernement central et les provinces. Elle assure ainsi une
compréhension mutuelle des politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau de chaque province. Ce cadre revêt donc une importance majeure car il constitue un espace privilégié pour mesurer l'efficacité de nos stratégies communes en vue de renforcer une collaboration harmonieuse entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux. Il nous offre l'opportunité de nous réunir, de réfléchir ensemble et de proposer des solutions concrètes face aux défis qui entravent le développement harmonieux de nos provinces. Nous avons le devoir, avec bienveillance et vigueur, d'accompagner à la fois les nouveaux et les anciens gouverneurs dans leurs efforts pour assurer une gestion efficace et un développement équilibré de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Voilà, le président de la République qui parle de développement équilibré. Monsieur le vice-premier ministre, je vais me retourner contre vous, je veux me retourner de votre côté parce que lorsque nous avions suivi les présidents de la République aujourd'hui, il a beaucoup parlé de la collaboration au niveau entre les provinces et les assemblées provinciales. Pourquoi avoir choisi spécifiquement pour cette 11e conférence d'associer les présidents des assemblées provinciales à vos travaux? Bon, c'est une indication qui ressort si on fait l'analyse des sessions précédentes. Déjà à la 9e session dans la ville de Mbandaka, le président de la République avait martelé la nécessité de la stabilité de nos provinces. Il avait insisté en s'adressant au gouverneur de province de son inquiétude sur les relations qu'il y avait entre l'exécutif provincial et les assemblées organes de contrôle. À la 10e session qui s'est déroulée à Kinshasa en fin 2023, il avait été sollicité la possibilité de voir participer à la conférence des gouverneurs les présidents ou les bureaux des assemblées provinciales. C'était une sollicitation. Et lorsque nous étions dans la phase préparatoire de cette session ici, à l'analyse de toutes ces observations, ces remarques, nous avons estimé qu'il était important au cours de ce forum, même si ce n'est pas clairement disposé dans l'article de la Constitution qui institue la conférence des gouverneurs. Vu que c'est une grande rencontre, c'est une grande messe qui concerne la gestion des provinces et la relation entre le pouvoir central et les provinces. C'est l'unique d'ailleurs institué par la Constitution. Nous avons estimé et milité, après consultation avec le président de la République et le Premier ministre, cela a été accordé, que les présidents des assemblées participent à titre en qualité d'observateurs. Et je crois que la journée d'aujourd'hui, qui a été une journée d'échange et d'exposé de certains experts, nous a démontré que c'est quand même une expérience constructive, parce qu'il y a eu des exposés sur les relations entre ces deux organes provinciaux, mais aussi entre les provinces et le gouvernement central, et ça a édifié plus d'une personne. Demain, on va encore continuer avec d'autres exposants et d'autres thématiques, et je crois que ça sera productif et ça va nous amener à arriver à stabiliser d'une certaine manière cette gestion et cet exercice démocratique d'un exécutif, d'un organe de contrôle qui travaille au bénéfice de nos populations. Merci. Nous avons quand même entendu les mémorandums des gouverneurs qui revenaient notamment sur les aspects qui concernent le contrôle parlementaire. Mais bon, on va prendre quelques questions pour vous, Monsieur le Vice-Premier ministre, parce que vous êtes encore au four et au moulin, justement, dans les cas de ces travaux dont vous avez la coordination. On va commencer par une question de Messieurs Bienvenu Bakoumania, et puis nous prendrons Mathias Makolovera de la RTNC Tanganyika. Bonsoir, Monsieur le Vice-Premier ministre. Généralement, les gouverneurs des provinces adressent des motions de soutien au chef de l'État
Et aujourd'hui, il y a eu un fait nouveau. Les gouverneurs ont formulé une motion d'adhésion à la réforme de la Constitution. Est-ce que la conférence des gouverneurs était les lieux indiqués pour pareille déclaration? Bon, de principe, de telles activités, que ce soit au niveau national, même dans les organisations de la société civile, mais aussi au niveau international, il y a toujours une phase où il y a une motion particulière des participants qui vont dans une direction donnée selon la thématique de la conférence ou même l'actualité. Ici, si vous faites bien attention à cette mention, elle est revenue sur plusieurs faits en soutien au président de la République par rapport à son action. Ils l'ont soutenu par rapport à son action sur la défense de l'intégrité nationale. Je crois que c'est aussi un fait qu'il ne faut pas négliger. Ils l'ont soutenu par rapport à sa gouvernance aussi. Mais l'actualité nationale retient aussi la problématique du débat sur la révision de la Constitution. Donc ce sont des citoyens congolais qui ont des responsabilités dans la gestion de la République. Et à leur niveau, ils ont estimé, et il faut discuter avec les gouverneurs de province, ils vous diront qu'eux-mêmes, selon aussi les attributions que sont les leurs, les rôles qu'ils jouent eux-mêmes en tant que gouverneurs de province dans la gestion de la République, de la chose publique, ils estiment à leur niveau, selon leurs fonctions, selon leurs attributions, selon les réalités qu'ils vivent au quotidien, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ils ont aussi. Et je crois que le jour où, si on a bien suivi leur déclaration, le jour où le président mettra en place cette commission scientifique qui va réfléchir au bénéfice du souverain primaire de la population congolaise, qui va réfléchir sur cette problématique de révision, où on parle maintenant aussi de changement de la Constitution, je suis convaincu que les gouverneurs, les territoriaux viendront aussi avec leurs observations, leurs désiderata, parce qu'ils ont constaté qu'au jour, au fur et à mesure de leur travail, ils sont face à des difficultés dues au texte, dues aux lois, dues à la Constitution de notre République, à laquelle ils aspirent, je m'excuse, à certains changements. Et ça, c'est légitime. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Mathias Calavero. Comme ça, nous allons libérer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre. Monsieur le vice-premier ministre, le gouverneur de province, dans leur mémorandum, ont soulevé également la question des conseillers communaux, qui devient une question très épineuse. Alors la question est de savoir pourquoi prendre des mesures, soit pourquoi mettre en place des structures alors qu'on n'a pas encore jusque-là les mesures d'accompagnement de ces structures-là. Bon, il faut retenir d'abord que la réforme sur la décentralisation est une initiative ou une volonté prise de façon la plus souveraine par la République démocratique du Congo depuis des années. Maintenant, elle a connu des difficultés au fur et à mesure de son implémentation. Ici, moi je crois que si nous sommes tous convaincus que non seulement la démocratie, mais le développement de notre pays viendra par la base, à partir du moment où on arrivera à organiser les structures de base de notre République, les entités décentralisées, les villes, les communes, les territoires et les secteurs. Que c'est à partir de ce niveau-là que non seulement la démocratie, mais le développement, tel que le PDL 145 territoires, que c'est à partir de là que tout viendra. On ne peut que prendre de façon positive la volonté et l'initiative qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons ces élus-là au niveau de la base. C'est vrai que nous faisons face à des difficultés,
Mais ensemble, au niveau du gouvernement et avec les provinces, nous sommes en train de prendre des initiatives pour pallier à ces difficultés-là. Et au fur et à mesure, nous allons installer toutes ces entités, nous allons mettre en place tous ces responsables au niveau des entités de base, et je crois que c'est cela qui va permettre à ce qu'on ait une meilleure gouvernance, une meilleure cohésion communautaire aussi, et que le développement deviendra une réalité. Donc cela a été la volonté du président de la République à la veille de la préparation des élections de 2023. C'est des élections qui ont été reportées depuis 2006. Et le fait du report de ces élections ont créé aussi des difficultés et nous ont mis dans des situations telles que certaines réalisations de développement ont été impossibles d'être mises en place. Le président de la République a pris ce courage et il a mis tout en marche pour que ces élections s'organisent. Nous avons ces élus et au niveau du gouvernement, nous sommes en train de travailler pour que la CENI puisse publier dans les délais les plus proches les prochains calendriers, les prochaines dates pour qu'on finalise à ce niveau-là et on va avancer. Je suis convaincu que c'est au bénéfice de la République. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, il y a beaucoup de questions qui vous concernent, mais on ne saura pas le prendre parce que d'abord, les travaux ne sont pas encore terminés. Aujourd'hui, vous nous donniez juste un aperçu de l'esprit qui anime ces travaux, mais peut-être une dernière préoccupation avant que vous puissiez partir d'ici, Monsieur le Vice-Premier ministre. Le président de la République fait de l'itinérance dans toute la République démocratique du Congo. Kalemi va battre les records avec 4-5 jours. Ne craignez-vous pas qu'il soit réclamé pour rester plus longtemps dans d'autres provinces? Pourquoi 5 jours à Kalemi? 5 jours à Kalemi parce que c'est le président qui a décidé. Il fallait d'abord venir pour la conférence des gouverneurs à la date qui était prévue pour la conférence des gouverneurs. Mais comme le président a déjà initié cette itinérance qui est aussi une promesse de campagne, il avait fait savoir partout où il passait à ses électeurs qu'il reviendra et qu'il passera son deuxième mandat à circuler à travers la République démocratique du Congo. Donc d'une pierre deux coups, il lance la conférence des gouverneurs et il organise où il tient le conseil des ministres ici à Kalemi. Ça lui prend la semaine, mais il ne termine pas seulement à Kalemi en termes d'itinérance en province. Il faut annoncer à vos téléspectateurs que le président de la République sera ce week-end à Isiro et à Buta. À Isiro pour la messe du centenaire de la Sainte Anouarite et à Buta pour une visite de salutation et de courtoisie à la population de Buta comme ses proches. Et le mois de décembre, il a encore 2 visites en province qui seront très bientôt annoncées avec 2 conseils de ministres en province si tout va bien. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Vice-Premier ministre de votre disponibilité. Apparemment il y a une question. Ben, allez-y rapidement aussi, le Vice-Premier ministre Desroches. Merci en tout cas Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur. Dans le mémorandum des gouverneurs lus, il y a aussi cet aspect de la relation entre gouvernement provincial et assemblée provinciale, notamment avec ce qu'ils ont qualifié entre des chantages que font les députés provinciaux aux gouverneurs des provinces. Alors ma question est de savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que vous pensez que suffisamment Assemblée provinciale, gouvernements provinciaux ont aidé les provinces à renforcer la cohésion ou à développer? Et qu'est-ce que vous en pensez finalement pour la suite dans l'idée des discussions de la modification ou du changement de la Constitution? Une question au gouverneur de la province qui accueille le président de la République ainsi que sa délégation, tous les gouverneurs des provinces.
ça va faire 100 jours depuis que vous êtes à la tête de la province de Tanganyika. Quelles sont les grandes actions que vous avez déjà menées jusque-là, les bases que vous avez posées? Puisque nous, en venant d'ici, on a failli être lynchés par un groupe d'individus. On nous a dit que c'était des badauds. Oui, en arrivant au gouvernorat, c'était vers après 21h. Sécuritairement parlant, comment se présente la situation au sein de la province de Tanganyika? Voilà, on prendra les réponses du vice-premier ministre et le gouverneur pourra répondre plus tard parce que nous allons entamer la deuxième partie avec le vice-premier ministre, ministre du Plan. Monsieur le vice-premier ministre, allez-y pour cette question bonus. Oui, pour Madame Rachel, je crois que c'est tout à fait normal que les gouverneurs de province ont cette attitude de mal appréhender le rôle de l'Assemblée provinciale, mais il faut savoir ce que l'on veut. Je crois que tous ensemble dans ce pays, depuis les pères de l'indépendance, nous nous battons pour faire de la République démocratique du Congo, de notre pays, un État démocratique. Et le choix qui a été fait à la lecture des textes qui régissent notre pays, les assemblées sont des organes de contrôle. Et c'est ça la démocratie. C'est-à-dire c'est un exercice de redevabilité. Et par moments, lorsque vous êtes gestionnaire, ça apparaît comme des pressions, ça apparaît comme des embêtements. Mais c'est ce que veut notre système de gestion de notre territoire, de nos provinces. Et je suis très satisfait de la façon dont la conférence s'organise. Parce que après leurs exposés, après le développement de leur mémo, ils ont eu l'avantage d'auditionner des personnalités, des professeurs d'université qui ont développé des thématiques des relations entre les organes, l'organe de gestion et l'organe de contrôle au niveau des provinces, l'organe de gestion et le gouvernement central, les relations. Ils ont eu l'honneur d'avoir le maître en droit administratif, l'un des maîtres en République démocratique du Congo, le professeur Bundoro. Ils ont eu aussi le professeur Chilumba, qui ont été très détaillés sur toutes ces questions et qui leur ont fait savoir que c'est un exercice démocratique qu'ils doivent accepter parce qu'ils sont l'émanation de l'Assemblée provinciale et c'est cette Assemblée provinciale qui reçoit le pouvoir de la population de la province, des électeurs de la province, qui leur donne la responsabilité de gérer les biens de cette province. Et de par cette responsabilité, l'Assemblée provinciale a le droit et l'obligation de les contrôler et de les sanctionner à chaque fois qu'ils estiment que le gouverneur ou que le gouvernement provincial ou que le ministre provincial n'a pas joué son rôle, a mal joué son rôle. Et c'est ça que prévoient nos textes et c'est ça la démocratie. Et ils sont appelés à l'accepter et à jouer ce jeu-là. C'est un jeu démocratique de redevabilité qui se fait aussi au niveau national. Voilà, merci beaucoup Monsieur le vice-premier ministre pour vos éléments d'éclairage. Maintenant, nous allons, en accord avec la technique, demander la visite du président ou l'inauguration du président du centre de santé de Mutoa, à 30 km de la ville de Kalemi, où plus de 13 000 compatriotes ne devront plus parcourir 30 km pour rejoindre Kalemi pour se faire soigner. Le thème de cette 11e session, intitulée « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement des 145 territoires », souligne ainsi l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. À ce titre, il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL
145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. Voilà, c'était donc le président de la République qui revenait dans son discours sur la partie qui concernait les 145 territoires. Nous aurons donc l'occasion de revenir sur les images d'illustration de Mutoa. Le temps d'accueillir le vice-premier ministre, ministre du Plan, M. Guylaine Yimbo. Bonsoir, M. le vice-premier ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Vous êtes donc dans la suite du président de la République parce que dans cette conférence de gouverneurs, les sujets, c'est aussi les 145 territoires. Alors, les gouverneurs ont été récemment élus. Comment comptez-vous justement impliquer les gouverneurs qui sont arrivés dans cet ambitieux programme qui touche, je rappelle, en même temps, tous les 4 coins de la République démocratique du Congo? Oui, bonsoir messieurs et messieurs, dames les journalistes. Bon, les gouverneurs, en fait, c'est peut-être parce que le programme n'est pas mieux connu par le public, mais en réalité, dans la gouvernance du programme, les gouverneurs sont déjà prévus. Donc, je vais peut-être donner brièvement. Je vous en prie. Donc, vous avez le pilotage, donc le comité de pilotage qui est présidé par le président de la République. Ensuite, vous avez les comités de coordination pilotés par Madame la Première ministre. Et puis vous avez les comités opérationnels que je pilote au niveau de mon ministère de plan et de la coordination de l'aide au développement. Et à ce niveau-là, vous avez donc les gouverneurs qui sont prévus, donc au niveau du gouvernorat. Vous avez aussi l'administrateur du territoire qui est prévu dans les cadres de suivi de ce programme. Ensuite, vous avez un comité qui rapporte à moi-même pour faire le contrôle et le suivi des agences. Comme vous le savez, il y a 3 agences qui sont recrutées pour travailler sur ce programme-là en termes de mise en œuvre de ce programme. Donc c'est juste une question de donner plus d'informations, mais aussi des moyens pour que les gouverneurs puissent réellement s'impliquer dans le programme. Mais en réalité, ils sont bien dedans. Ah, très bien. Avant même qu'on aille en profondeur justement sur la question de 145 territoires, parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions sur les sujets, comment le projet a été relancé. Aujourd'hui, le président de la République a été à Mutoa, à plus de 30 km d'ici, où plus de 15 000 compatriotes ne devront plus faire la route pour venir se faire soigner à Kalemi. Qu'est-ce que cela représente? Vous êtes évidemment bien connaisseur du milieu dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que cela représente pour ces populations de voir le président de la République donner vie à un tel projet? Mais c'est une avancée majeure. Et il faut savoir que Tanganyika a eu cette chance d'avoir le président de la République inauguré les centres de santé avec l'équipement qui n'était pas prévu au départ, parce qu'au départ il était prévu une sorte d'équipement dispensaire, mais là nous avons des petits hôpitaux que nous allons avoir dans tous les territoires, c'est-à-dire que au moins 80% de solutions pourront être trouvées déjà au niveau des territoires, parce que comme vous le savez, nous avons déjà des problèmes d'enclavement dans notre territoire au niveau national, et donc l'idée, et c'était cette discussion que nous avons eue au niveau du comité opérationnel avec le ministre de la Santé qui a donné cette suggestion pour que nous puissions avoir carrément des petits hôpitaux pour résoudre des gros problèmes déjà à ce niveau-là et éviter à ce qu'on puisse renvoyer les gens en sachant que nous n'avons pas suffisamment de routes pour l'instant. Voilà, monsieur le vice-premier ministre, parce que nous avons l'occasion de vous avoir, le projet 145 territoires a semblé pour certains à un certain moment avoir été grippé un peu, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, le projet, où est-ce qu'il se situe, les niveaux d'exécution, les degrés d'engagement du gouvernement? Voilà, c'est aussi une question de communication. Il faut nous mettre dans le contexte du début de ce programme. Dans la tête de beaucoup de personnes, le projet, donc le programme des 145 territoires a réellement démarré en 2021. Ce qui est, on veut dire, vrai ou faux, parce que le programme a été adopté en décembre 2021, mais la mise en œuvre a commencé réellement en 2023, parce qu'entre-temps,
il y a la question de passation de marché, la question des fonds qu'il fallait trouver. Là aussi, il faut se souvenir que nous sommes en pleine campagne électorale, donc la période des élections où le choix du président de la République, c'est celui de la souveraineté pour que nous puissions organiser nous-mêmes nos élections avec nos propres moyens. Et donc, il y avait beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre pour ça. Mais aussi, nous n'avons pas oublié que nous avons toujours la guerre à l'est du pays. Et donc, la question de financement a été la question majeure aujourd'hui pour que nous puissions avoir ce programme réellement déployé. Donc, ce qui fait que il y a beaucoup de confusion aussi dans la tête des gens. Donc le programme a réellement commencé en 2023 et à partir de là, nous sommes en train d'avancer. Et par rapport aux résultats que nous avons aujourd'hui et compte tenu de ce que je viens de vous expliquer en termes de contexte, pour ma part, je considère que le programme avance bien. Et je vais peut-être vous donner quelques difficultés des grandes à part la question des financements. Vous le savez, les questions des routes. Qui sont, si on avait la possibilité de mettre une vidéo, vous allez réaliser à quel point c'est compliqué parfois de pouvoir réaliser tous ces ouvrages-là. Donc pour moi, nous avançons doucement mais sûrement. Et puis les gens doivent retenir que le programme de 145 territoires, c'est un programme qui ira jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur le plan de fonds et ainsi de suite. La gouvernance est très bien faite et qui fait qu'il n'y a pas possibilité à ce que ce programme puisse échouer. Parce qu'il y a des contrats qui sont d'abord au niveau du gouvernement et des agences, et puis au niveau des agences et des prestataires. Donc à chaque niveau, il y a des exigences, et pour le gouvernement, nous sommes là pour veiller jusqu'à ce que le contrat soit correctement réalisé. Alors, nous parlions en décembre dernier de 900 ouvrages prêts. Est-ce qu'en termes chiffrés, vous pouvez nous dire, parce que le président de la République a inauguré le centre de Mutoa, est-ce qu'approximativement on en est à combien de centres de santé, à combien de bâtiments administratifs, à combien d'écoles construites dans le cadre de ces programmes immenses? En termes de ce qui est achevé à ce jour, nous avons 853 ouvrages au total, donc avec 518 écoles, 276 centres de santé et 59 bâtiments administratifs. Ça, c'est de manière générale. C'est déjà prêt, livré? Ça, c'est déjà achevé, livré. Ça dépend aussi du programme parce qu'il faut la réception d'abord par les ministères sectoriels parce que, comme je vous ai dit, en termes de gouvernance, donc les travaux sont réalisés via les agences, mais tout ce qui est termes de référence et contrôle en aval, c'est fait par les ministères sectoriels. Pour les écoles, c'est le ministère de l'éducation qui va s'assurer à ce que tout a été fait selon les règles. La même chose pour les centres de santé, le ministère de la Santé, et puis pour les bâtiments administratifs avec les ITPR. Voilà. Oui, avant qu'on puisse donner la parole aux professionnels des médias pour des questions spécifiques, je pense que Kalemi, la province de Kalemi, c'est les PNUD qui avaient en charge d'exécuter. Mais sur le PNUD, monsieur le vice-premier ministre, on a quand même enregistré beaucoup de plaintes en termes de rythme et d'exécution de travaux. Est-ce qu'aujourd'hui, les PNUD, un peu comme les BCCO et CFF, a pris le rythme qu'il faut pour faire accélérer les travaux dans les cadres de ces programmes justement de 145 territoires? Tout à fait. Et j'ai rassuré d'ailleurs parce que je suis passé ici pendant la période des campagnes. Donc j'avais rassuré en tout cas la population ici pour dire que nous savons que le démarrage pour le PNUD a connu quelques difficultés parce qu'il y a eu des changements au niveau de sa gouvernance. Mais après, les choses se sont mises en ordre de bataille pour rattraper le retard. Je tire d'ailleurs ça de la bouche du gouverneur qui vous a bien dit qu'il y a des travaux qui avancent dans différents territoires. Donc voilà, donc sur le plan de réalisation, il y a des avancées considérables aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup monsieur le vice-premier ministre. On va commencer la série des questions qui vous étaient destinées. Madame Rachel, on n'a pas oublié votre question, on y répondra. On va prendre la question de monsieur Juvenal Moudimbi de la radio Ndenga News. Merci, monsieur le ministre. Ma question, c'est d'abord au vice-premier ministre sur le PDF 145 territoires. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes mis en place pour garantir
que tous les territoires, y compris ceux qui sont actuellement sous occupation des rebelles, puissent bénéficier de ce programme ambitieux. Et peut-être une dernière question au gouverneur de la province du Tanganyika. Aujourd'hui, vous êtes signataire de la motion d'adhésion à la révision constitutionnelle. Avez-vous pris en compte l'avis de la population que vous représentez sur cette question que le chef de l'État lui-même a souligné qu'il va écouter la population? Merci. On va commencer par le vice-premier ministre. Oui, merci pour la question. L'assurance, mais l'assurance est déjà dans la définition du programme lui-même. Donc il est clair que c'est un programme qui se réalise en concomitance dans tous les 145 territoires. Et là où les travaux n'ont pas commencé, donc il y a des explications par rapport à ça. Donc par exemple pour toute la partie réalisée par le PNUD, donc nous savons aujourd'hui qu'il y avait 133 ouvrages qui n'avaient pas démarré, tout simplement parce que les fonds n'étaient pas complets. Parce que dans leur gouvernance des projets, donc il faut que l'argent soit décaissé totalement pour qu'ils puissent entamer tous les travaux. Cela n'était pas le cas, mais aujourd'hui, la partie qui est restée a été débloquée, donc ils sont en train de travailler sur les appels d'offres pour entamer les 133 ouvrages qui restaient. De même, pour CFF BSECO, donc pour leur partie, il y a quelques ouvrages, mais pas beaucoup, qui soit ont démarré et ont été arrêtés compte tenu des problèmes des sites ou d'autres difficultés, parce que vous devez savoir aussi dans certains villages, il y a des difficultés parce que peut-être il y a la communauté qui ne se met pas d'accord sur là où on va réaliser le site. Donc il y a des petits soucis, mais pour ce qui est de l'assurance, ça je peux vous garantir que le programme est fait de telle sorte que tous les territoires pourront recevoir les ouvrages tels que prévus dans le programme. Merci beaucoup. Sur l'autre aspect de la question, ce n'est pas le sujet principal, parce qu'il ne faudrait pas que nous nous perdions. Nous sommes en conférence de gouverneurs, on parle de 145 territoires. Une motion a été faite, le vice-premier ministre y a répondu. Le président de la République, sur ce sujet, il est clair, une commission sera mise en place, des propositions seront faites. C'est en ce moment-là que le peuple pourra évidemment donner son avis. Donc je voudrais rappeler cela pour que nous puissions continuer en tout cas les échanges sur les sujets principaux. Peut-être que le gouverneur... Vous dites la motion de... Non, c'était une question qui concernait les gouverneurs justement sur la problématique de la révision. Peut-être que si vous avez un petit commentaire, vous pouvez y aller. Sinon, on va prendre une autre question. Effectivement, sauf s'il faut reprendre la question de Madame Rachel aussi, je ne sais pas. Allez-y. Voilà. Sur la question de Madame Rachel et quelles sont les grandes actions déjà réalisées. Donc aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, parce que vous l'avez souligné, effectivement, c'était une situation très dégradée. Et quand on parle de l'insécurité, mais aujourd'hui, moi, je peux par contre vous parler de la criminalité urbaine. Et sans oublier qu'il y a aussi des îlots de stabilité dans certains territoires, notamment Kongolo, Nyunzu, Manono, qui avant étaient les triangles de la mort. Aujourd'hui, il y a quand même de la calmie. Au niveau de la ville de Kalemi, ce que était Kalemi avant, c'est pas ce que nous avons maintenant. Et vous avez un gouverneur devant vous qui ne dort presque pas parce que nous faisons nous-mêmes la patrouille la nuit, accompagnant certainement la police et l'armée qui vient en appui. Donc on est chaque jour sur terrain la nuit. On travaille au bureau le jour et la nuit on est sur terrain. Et cela a apporté des résultats et qui a donné de la calmie. Vous avez sans doute suivi que certains des officiers ont été interpellés et présentés devant la justice. Un groupe de badauds, parce que vous l'avez dit, c'est un verre à moitié plein, à moitié vide. La sécurité, c'est une question qui arrive comme une maladie, mais pour traiter, ça prend un peu du temps. Mais les déviants ne manquent pas pour que vous vous retrouvez dans cette situation, comme vous l'avez dit. Mais la situation sécuritaire
au niveau de Kalemi ainsi que la province entière, elle est relativement calme. Par rapport aux grandes actions que nous avons déjà entamées ou réalisées, j'aimerais rappeler que nous avons pris la province à une période très critique. Cela ne nous épargne pas de pouvoir mener des actions. Et vous allez vous souvenir qu'à un certain moment, ici à Kalemi, la province ou la ville de Kalemi était divisée en deux, avec les inondations qui nous ont causé de problèmes et les gens, la population traversée par des pirogues pour rejoindre la colline d'État et tout consort. Quand vous sortez au niveau du pont Lukuga, vous allez voir qu'il y a une tronçon en terre battue. Cette portion de terre-là, cette portion de route, c'était avec de pirogues que la population traversait avec. Et donc la route était pratiquement en lambeaux. Nous sommes intervenus très rapidement. Et aujourd'hui, nous nous sommes focalisés dans le cadre d'abord de renforcement de capacité de mobilisation de nos recettes, parce que pour mener des actions, il faudrait avoir une trésorerie adéquate qui répondra aux besoins certainement de la population. Et je vous rassure qu'aujourd'hui, nous avons triplé les recettes, ce qui nous permet d'ailleurs, parce que je l'ai dit dans mon introduction, que nous avons créé la régie provinciale des grands travaux, qui va acquérir ses propres matériels, ses propres ateliers, et nous allons faire nos propres routes. Et d'ici quelques semaines, nous allons lancer les travaux des 12 km déjà presque profinés dans la ville de Kalemi. Et, je vous épargne des détails des tronçons, mais nous allons lancer 12 km. Nous avons, par notre billet bien sûr, renforcer, je l'ai dit, la capacité de mobilisation de recettes, parce que nous avions en son temps la sous-direction de la DGDA. Et la province du Tanganyika était devenue comme une sous-province, parce qu'au niveau de la douane, il fallait demander l'autorisation à Lubumbashi, le directeur provincial de Lubumbashi, qui devait diriger. Nous avons mené une démarche auprès du DG de la DGDA, que je salue d'ailleurs, qui a répondu positivement, et nous avons une direction provinciale de la DGDA. Nous avons créé la fonction publique provinciale parce que au niveau de la régie, chaque gouverneur qui est arrivé a mené ses gens, chacun avec son expérience, et cela perturbé. Par ce moment, certains ont été formés avec le moyen de l'État au niveau de la régie, mais quand un gouverneur arrive, tout le monde part et il amène d'autres personnes. Et donc nous créons une nouvelle dynamique en installant la fonction publique provinciale qui permettra à ce que les institutions soient fortes avec des agents rassurés, matriculés et qui subiront une formation, et cette fois-là permettra à ce qu'au niveau de la régie, au niveau de la province, que nous ayons une stabilité. Voilà un peu en gros ce que nous pouvons souligner pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà, merci Monsieur le Gouverneur. On va revenir sur les 145 territoires parce que c'était les sujets du jour. On va prendre les questions de Monsieur Oscar Mbalkaï. La question, Monsieur Juvenal, sur la motion. Dire un mot à ces propos. Vous aurez l'occasion. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. J'ai une petite question. Bon, celle qui était destinée au VPM du plan a été vidée parce que l'une des agences d'exécution, notamment les PNUD,
le ministre Mouyaya a posé cette question sur les rythmes du travail. Vous avez vous-même parlé de voies d'accès qui ont posé beaucoup de problèmes dans la réalisation des ouvrages. Mais la petite question, il y a 6 territoires, il y a 91 ouvrages ou infrastructures qui ont été recensés, 14 restent à être, dont les contrats restent à être signés pour que tous les autres territoires bénéficient totalement de ces ouvrages de PDL 145 territoires, à quand justement la signature pour les ouvrages restants parce qu'il y a des ouvrages dont les travaux sont en cours d'exécution. La petite question que j'allais vous poser, pour que tous les territoires, les 6 territoires de la province du Tanganyika bénéficient des ouvrages d'une décennie. J'ai 2 petites questions à poser à monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika à l'occasion justement de la 11e session de la conférence des gouverneurs. Vous avez beaucoup attendu cette conférence. La 10e a été organisée à Kinshasa. Nous y avons pris part au Palais de la Nation. Plusieurs recommandations avaient été formulées en son temps. Et je vois pratiquement les mêmes recommandations reviennent parce que j'ai suivi les mémorandums des gouverneurs qui ont été lus par le gouverneur de la province de Lomami. Dans les desiderata des gouverneurs, vous sollicitez la mise en œuvre de la caisse de péréquation, vous sollicitez qu'on puisse tenir compte de la paye des arriérés des salaires des gouverneurs et même tout naturellement il y a quelqu'un qui a soulevé la question des conseils communaux, je pense. Vous sollicitez donc des arriérés. C'est les mêmes recommandations qui viennent. Comment comptez-vous vous en sortir? Parce que vous faites partie de tous ces gouverneurs, les chefs de l'État ont pris bonne note. Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce que vous avez foi que vos désidératas seront cette fois-ci pris en compte? Une petite deuxième question pour terminer, je ne vais pas monopoliser la parole. Le port de Kalemi, c'est un des ports les plus importants de la province de Tanganyika. Il constitue aujourd'hui un port pour la consommation de produits en provenance de la Tanzanie, de la Zambie et du Burundi, et non un port d'exportation. Et vous, en tant que gouverneur, quelle est la politique que vous allez utiliser? Que comptez-vous faire pour relancer les activités économiques de ces ports d'un grand intérêt pour la province de Tanganyika? Je ne sais pas si la question sera soulevée lors des panels qui sont organisés lors de cette session. Voilà, je vais me tourner du côté du vice-premier ministre par rapport aux questions qu'il a posées. Mais, monsieur le vice-premier ministre, sur les 145 territoires, on ne pense qu'aux bâtiments généralement. Mais est-ce que, comme nous avons l'occasion de vous avoir, vous pouvez nous brosser un peu sommairement comment le projet est structuré, comment il se décline, ses différentes phases, ses différents aspects. Comme ça, les idées pourront être mieux cristallisées dans les chefs de ceux qui nous suivent. Alors très rapidement pour les ouvrages qui restent, donc il s'agit de Kalemi pour 9 ouvrages et puis Moba pour le 5. Donc comme j'ai dit déjà avant, donc les contrats sont en cours. Donc il faut, donc le PNUD est en train de travailler sur les appels d'offres. Donc en réalité, dans les semaines qui viennent, en principe, les travaux devront commencer. Donc pour toutes les entreprises qui se sentent capables bien sûr de se lancer dans l'aventure, donc c'est le moment de pouvoir postuler pour ces ouvrages-là qui restent. Alors de manière générale, et comme je vous l'ai dit, la question de communication, donc aujourd'hui on pense que le projet PDL c'est seulement les écoles, les bâtiments administratifs, les centres de santé, mais c'est plus que ça. Donc c'est plus que ça parce que nous avons, ça ce n'est qu'une partie de la première composante qui est qu'il s'agit juste de la question des infrastructures. Donc il y a des infrastructures routières, donc des routes agricoles, et puis ceux qui sont déjà en train d'être réalisés. Et puis vous avez la question du développement des chaînes agricoles, donc des chaînes de valeur agricole. Donc là, c'est vraiment la partie la plus, la plus intéressante de ce projet, parce que en réalité, c'est ça qui va booster les économies locales. Et là, encore une fois, c'est là où nous posons le problème et demandons au gouverneur, parce que vous avez posé la question de comment ils peuvent être impliqués, c'est de préparer les populations pour qu'elles soient prêtes à recevoir
ce projet-là quand le financement va être débloqué à ce moment-là. Donc il s'agit des questions des terres. Vous savez aujourd'hui que la question des terres pose beaucoup de problèmes à certains endroits. Donc il faut déjà préparer ces endroits-là pour que les provinces ou les territoires soient prêts à recevoir le projet. Mais vous avez aussi la question des renforcements des capacités. Voici, vous allez remarquer qu'il y a des plaintes à gauche, à droite. Nous en avons eu même avec certains députés pour dire que non, voilà, il y a des réalisations qui ne sont pas nécessairement au top. Mais là aussi, c'est une politique qui est assumée parce que le président de la République veut à ce que ce soit les enfants de ce pays qui puissent réaliser tous ces projets-là. Mais pour ça, donc il y a un accompagnement qui est prévu de cette composante-là, des renforcements des capacités pour leur permettre d'absorber tous ces projets-là. Et enfin, il y a la composante de géoréférencement. Donc ça, c'est une question pour éviter des contestations. Parce qu'il y en a d'autres, vous dites, voilà, il y a telle réalisation à gauche ou à droite, mais ils vous disent que non, moi j'étais là. Mais là, ça va pouvoir régler cette question-là parce qu'on ne pourra pas tricher. Donc vous allez sur une plateforme et vous cliquez et ça vous envoie directement là où l'ouvrage se trouve. Donc il y a beaucoup de réalisations, on ne parle pas de forage, donc il y a au moins 3071 forages qui sont prévus. Il y a des kilomètres, en termes de kilomètres de routes, on parle de 40 000 routes. On va commencer d'abord par 10 000 routes, hein, donc pour les 10 000 travaux, kilomètres. 10 000 kilomètres de routes. Il y a 418 mini-centrales solaires prévues, 471 km de lampadaires, il y a 447 sources d'eau aménagées, 636 bâtiments, donc ils vont arriver pour bâtiments administratifs des secteurs, donc il y a 1450 logements pour les autorités territoriales, et voilà, 283 marchés modernes avec espace de vie, donc il y a toute une panoplie des choses qui doivent encore être réalisées. Comme je vous ai dit, ici, nous allons travailler sur la question de financement. Donc, il y a une stratégie qui est en train de se mettre en place pour que nous puissions mobiliser suffisamment de revenus pour nous permettre de réaliser tout ça. Donc, si vous regardez le programme des 145 territoires, c'est vraiment, comme on dit, une vision magnifique du président de la République, parce que rien qu'avec ce programme, vous allez retrouver dans les 6 engagements du président de la République, tout ça se tient. Donc vous avez la question de l'emploi qui va être résolue parce qu'avec les économies locales, avec ce qui est déjà en train de se faire, vous avez des engagements au niveau local. Et ici, vous avez la question de la sécurité avec les autorités qui vont être mises plus proches de la population. Vous avez la question du pouvoir d'achat, comme je l'ai dit tantôt, toujours dans la question d'économies locales qui pourraient être réglées. La question de la diversification, parce que là, pour les économies, j'ai parlé de l'agriculture, essentiellement parce que vous devez savoir que l'agriculture intensive, bien sûr, c'est la première phase dans le cadre de notre programme de développement, le PNSD, Programme stratégique de développement. C'est le premier palier où nous avons une agriculture intensive. Donc nous répondons bien à cet aspect-là. La question d'accès aux services sociaux, nous avons la question des écoles, la question des centres de santé qui est en train d'être répondu aujourd'hui, l'efficacité des services publics, et là encore, on est en train de rapprocher le service public tout près de la population. Voilà un programme complet et que moi, personnellement, j'encourage pour que tout le monde puisse le porter. Éviter plutôt des polémiques, comme je vous dis, c'est garanti. Ce programme va se réaliser jusqu'au bout et ça va nous permettre, à la fin de ce qui est prévu pour cette partie, nous comptons organiser une grande revue qui va nous permettre de régler les imperfections. Et ces imperfections-là vont permettre à ce que nous puissions avoir une deuxième édition qui va encore amener plus d'éléments au niveau de chaque territoire. Et vous pouvez vous imaginer la République qui va avancer concomitamment avec 145 territoires. Et sur le plan des investisseurs qui pourront venir, vous voyez très bien que en termes de ceux qui ont une vision, ils peuvent voir que la RDC va pouvoir avoir un boom extraordinaire. En parallèle, vous devez aussi le savoir, nous sommes en train de travailler sur le climat des affaires pour être conséquent. Parce que ça demande beaucoup de moyens, comme je l'ai dit, mais il faut que l'État puisse être accompagné par les privés pour des grands investissements, essentiellement des routes, l'énergie, l'eau et tout. Ça demande beaucoup de fonds et il faut que les privés puissent entrer en jeu. Et pour entrer en jeu, nous sommes occupés à perfectionner justement la question
le climat des affaires. Il y a une nouvelle feuille de route qui est en préparation et un plan stratégique qui est aussi en préparation. Donc c'est quand même quelque chose où nous demandons l'appui de tout le monde et l'accompagnement pour que nous puissions mieux le réaliser. De toute façon, nous, on va s'organiser, en tout cas en accord avec vous. Nous en avons déjà discuté sommairement pour que les médias puissent véritablement s'impliquer dans les suivis. Parce qu'il est une chose, nous disons ce que nous faisons, il est une autre. Il faut qu'on arrive à montrer encore que pour nous, l'impact le plus important, c'est les changements qu'on apporte dans les quotidiens des bénéficiaires. Et d'ailleurs, monsieur le gouverneur, avant que vous ne puissiez répondre aux questions qui étaient les vôtres, parce que nous devons clôturer cet exercice, mais comment vous avez, vous, personnellement, accueilli, perçu la joie, en tout cas, des compatriotes que nous avons vus à Mutoa aujourd'hui, au passage du président de la République? Non, c'est époustouflant parce que déjà, avant que le chef de l'État n'y arrive, avant que le VPM plan n'y arrive, parce que le VPM est passé avant l'arrivée aussi du président de la République, et j'y ai été plus de 2 fois, et déjà c'était ces vœux ardents de la population de commencer à consommer le service, et cela est matérialisé aujourd'hui. Vous avez vu, vous avez lu la joie de cette population qui ne devra plus, vous l'avez souligné, faire le 30 km pour venir à Kalemi, et avec la technologie qu'on a vue, une technologie un peu plus avancée, et où les médecins pourront communiquer avec des spécialistes qui, par moment, ne sont pas à Kalemi, mais qui seront à l'extérieur. La télémédecine, en tout cas, il y a un dispositif qui a été... Exactement. Et donc, nous avons vu une joie que cette population n'a jamais. Et surtout, la symbolique, voir le chef de l'État, le président de la République s'y rendre, être à Mutoa pour lancer et montrer à la population que même au niveau le plus reculé, le chef de l'État est là pour apporter des solutions à sa population. Voilà, si vous pouvez ramasser les questions qui vous ont été destinées. Sur la question de la conférence du gouverneur, peut-être qu'il fallait que le vice-premier ministre puisse y répondre, mais il faut considérer que c'est une autre période qui a commencé. C'est la première conférence du gouverneur depuis les élections. Les esprits, en tout cas, sont renouvelés. Le président de la République l'a dit ce matin. Pour le reste, il faut attendre de voir ce que sera. Je ne sais pas comment le gouverneur peut réagir à ce sujet, mais en tout cas, par rapport à Kalemi, c'est que ça représente le port. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et ce sera peut-être les derniers mots de cet exercice. Effectivement, M. Oscar l'a dit, le port représente un grand atout pour nous, parce que nous sommes ouverts aux pays voisins, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, les Sud Kivu, le Nord Kivu également. C'est dire que celui qui investit aujourd'hui au Tanganyika a l'audience de la Tanzanie, le Burundi, la Zambie, ainsi que les 2 autres provinces qui sont de provinces voisines par voie lacustre. Et par rapport à l'exportation, nous allons rappeler que le Tanganyika a le coltan, la cassitérite, le nobium, donc disons le minerai 3T, et qui sont exportés via le port de Kalemi, et ce port qui est à 125 km de Kigoma, c'est dire que vous atteignez très facilement Dar es Salaam pour l'exportation. Et notez qu'au niveau du port, il n'y a pas de péage, comme nous voyons dans d'autres provinces où les minéraux ou le tract qui doivent passer doivent payer le péage, et le transport maritime, c'est le transport le moins cher. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle donne avec la société Manono Lithium qui vient d'avoir ou d'acquérir le permis d'exploitation et qui va commencer à la construction d'une usine de transformation de lithium, et que le mot qui est où le président de la République l'a souligné, le Tanganyika, la capitale de lithium, c'est dire que va prendre sa forme, dans le sens de dire la transformation de lithium, parce que la transition écologique aujourd'hui, qui est à la une au niveau mondial, on ne peut pas parler de transition écologique sans parler du Tanganyika, parce
que partout au monde, la concentration de lithium du Tanganyika est plus de 6%. C'est qu'on ne retrouve pas au monde. Et donc, aujourd'hui, l'exportation, l'importance du port sera encore plus accentuée au-delà de ce qui se fait déjà maintenant avec les investisseurs qui sont en train de venir et surtout, je l'ai dit, avec la route Manono-Kalemi que son Excellence, Monsieur le Président, a impulsé au niveau de la province du Tanganyika. Donc ceux qui sont en retard aujourd'hui d'investir au Tanganyika, c'est maintenant le moment. Parce que demain, ça sera le boom au Tanganyika. Voilà, vous aviez souhaité répondre rapidement à la question de Juvenal. Je crois que vous avez bien voilà, je crois que c'est par ici qu'on va terminer cet exercice pour vous permettre de retourner, même si le gouverneur nous a rassurés sur la sécurité, mais il est presque 1h du matin à Kalemi. Monsieur le vice-premier ministre, on n'a pas eu le temps de puiser évidemment toutes les questions liées au programme de PDL, mais nous avons dit l'essentiel. Quels peuvent être vos mots pour résumer, ne fût-ce que pour la partie du Tanganyika? Nous aurons d'autres cadres, nous pourrons aller un peu plus en profondeur sur l'évolution de ce projet. Oui, demain il y aura l'opportunité, parce que je serai au panel ici, donc pour présenter le programme tel qu'il a été conçu. Mais ce que je voulais dire, c'est encore une fois rassurer. Il faut savoir que c'est un programme qui est formulé de manière aussi particulière. C'est qu'on part de la base. C'est qu'il y a eu une consultation voulue par le président de la République pour que la population puisse faire des propositions et adhérer à ce projet. La preuve, c'est que si vous regardez en termes d'accueil, c'est un programme qui est très bien accueilli. Tout à fait. Et ici, comme j'ai dit, au Tanganyika, c'est pour rassurer la population, pour dire que ces ouvrages seront bel et bien réalisés et donc ils peuvent être apaisés. Et donc nous sommes derrière le PNUD pour le pousser à pouvoir nous donner des résultats le plus rapidement possible et que nous puissions passer à d'autres phases qui sont déjà prévues et annoncées comme je viens de le faire. Merci, Monsieur le Gouverneur. Un dernier mot? C'est dire merci au chef de l'État qui a choisi cette province et surtout à symbolique 5 jours, plus de 5 jours au Tanganyika. Et ça nous permettra de discuter et de présenter les difficultés que nous avons, qui sont énormes. Et la population, dire aussi merci à la population de la confiance qu'elle continue à nous faire. Et merci parce qu'ils ont très bien accueilli le chef de l'État dans sa province. Sous la pluie, il fallait le faire. Sous la pluie, effectivement. Nous l'avons vécu aussi pendant la campagne électorale lorsque nous avions eu le privilège d'accompagner. Mesdames et messieurs de la presse, merci de votre disponibilité. Peut-être qu'en fonction de l'agenda, on pourra revenir pour un dernier exercice. Kalemi, c'est une nouvelle étape dans l'itinérance du président de la République. Et considérez que la capitale, pour le temps que le président de la République est là, la capitale se trouve ici. Tous les gouvernements y sera vendredi et tout l'état-major y est. C'est dire que pour le président de la République, la province du Tanganyika est une province qui est un peu comme toutes les provinces aussi, qui est une province qui figure bel et bien dans son agenda. Et le président de la République a dit ici qu'il était le président de tous les Congolais pour ceux qui l'ont élu et pour ceux qui ne l'ont pas élu. On termine par là. Merci et bon retour chez vous.